C'est très marrant parce que j'ai aussi eu la chance de rencontrer Charles Alexandre. Alors c'était très marrant parce qu'à l'époque, effectivement, tout le monde disait mais c'est un bonhomme impossible, il ne faut pas le voir, il a un très mauvais caractère. Et moi, je suis allé chez lui comme ça, un petit peu par hasard. Je lui ai téléphoné, je suis allé le voir, on a passé une journée ensemble absolument incroyable à écouter des trucs. Il m'avait fait à bouffer à midi, c'était très marrant, quoi. Je suis resté avec lui une journée comme ça à parler d'un tas de choses vraiment très très intéressantes, quoi. C'était un sacré personnage, quoi, effectivement. Charles. Mais cette histoire de Boudègue, c'est quand même, c'est parti de rien, quoi. Il y avait une photo au départ, puis quelques témoignages, puis il y a eu. Faut savoir aussi quand même que Charles Alexandre avait fabriqué quelques Boudègues avec un cabretaire qui était un copain de Romero d'ailleurs, qui s'appelait Costecalde, et donc ils avaient fabriqué quelques instruments, donc il y avait quand même des premières choses, quoi. Donc Bernard s'était intéressé à tout ça, et avec Claude Romero, ils avaient déjà un petit peu essayé d'avancer. Et c'est vrai que lorsque tu as amené ta Boudègue, ça a fait avancer les choses. Je crois que aussi Jean-Pierre Cals avait amené une Boudègue aussi. Ancienne, oui. Beaucoup. Voilà, et donc il y a eu comme ça un travail qui a été passionnant, en fait. C'est ce qui s'est passé, parce que c'était intéressant à cette époque, en fait, c'est que moi, quand je suis arrivé au Conservatoire Occitan, par exemple, il n'y avait quasiment aucun instrument qui marchait, finalement. Ni les flûtes, ni les hautbois, ni presque rien, quoi. Et donc, du coup, ça a été une période absolument fascinante de pouvoir, comme ça, découvrir quelques témoignages, puis des instruments, puis des gens qui en jouaient, puis des gens qui en parlaient, et puis tout à coup de faire redémarrer quelque chose. Voilà, c'était génial de voir des gens comme toi qui arrivaient. Et pour d'autres instruments, il y a eu comme ça des rencontres formidables, quoi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tous ces instruments rejouent. Et c'est vrai qu'il faut rendre un hommage particulier à Claude Romero et Bernard Desblancs qui se sont investis énormément et qui ont cherché à faire au mieux, évidemment, hein, pour que tous ces instruments puissent repartir. Je ne sais pas, vous m'entendez là, en fait? Ah bon, ça va. Parfait. En ce qui concerne plus particulièrement votre démarche, comment ça s'est passé? Comment? En ce qui concerne plus particulièrement votre démarche, comment vous êtes entré dans cette démarche qui a consisté à aller rencontrer les anciens Ben, moi, c'est très spécial au départ. Moi, je suis arrivé au Conservatoire Occitan un petit peu par hasard, en fait. C'est simplement Auguste Doria, qui à l'époque s'occupait des ballets occitans et du Conservatoire Occitan, qui est venu au Conservatoire de musique où je travaillais, j'étais dans la classe de saxophone. Il est venu pour voir si un élève du conservatoire pouvait venir donner des cours de saxophone au Conservatoire Occitan. Donc tu vois, il n'y avait aucun instrument traditionnel à ce moment-là au Conservatoire Occitan. Donc j'ai été désigné volontaire, en gros, hein, pour aller là-bas. Et donc j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré un petit peu tout ça. Et puis je me suis très très vite intéressé à tout ça parce qu'en fait, bon, dans ma famille, on parle occitan, mais je n'y étais jamais vraiment tellement intéressé. Et puis je découvrais tout ça, en fait, finalement. Et ce qui était... il y a donc une démarche qui s'est construite comme ça sur le tas. Par exemple, j'ai découvert la flûte et le tambourin à cordes dans un mariage à Carbone. Il y avait un mariage à Carbone, j'étais allé jouer là-bas avec un orchestre. Et donc, dans la pièce d'à côté, il y avait les gens du mariage. Et comment dire, je crois que c'était la fille qui était originaire de la vallée d'Ossau. Et elle avait invité Eugène Loupoyou et Jean Passimour. Et Eugène Loupoyou, c'était un joueur d'accordéon diatonique, et Jean Passimour, très très bon joueur de flûte à trois trous et tambourin à cordes. Moi, j'ai entendu ça, et je me suis dit, mais c'est complètement incroyable. C'est les instruments que j'ai vus dans les vitrines du conservatoire, mais qui ne sonnent pas, quoi. Et donc, j'ai discuté avec Jean Passimour. La semaine d'après, je suis allé comme ça, tout de suite. On était fous à l'époque, on partait tout de suite, hein. Je suis parti là-bas, en Vallée d'Ossau, et j'ai rencontré Passimour et Loupoyou, et on a commencé à trouver que voilà, il y avait un répertoire, il y avait des choses. Par la suite, j'ai rencontré aussi Marcel Gastellu qui m'a fabriqué une flûte, et puis on a beaucoup échangé. Bon, tout ça a avancé comme ça, donc si vous voulez, par petits bouts, comme ça, autour de chaque instrument,
et au fil des rencontres, parce que finalement, cette histoire, c'est l'art de la rencontre. On rencontrait des gens qui avaient tous une passion, un intérêt pour ces histoires, et on découvrait des petits bouts. Je me souviens, par exemple, pour le hautbois, on m'avait parlé de Léon Sebomadier à Carcassonne. Et bien c'est pareil, je suis allé à Carcassonne, je l'ai rencontré, il m'avait montré son hautbois, il m'avait donné des documents qu'il avait, enfin voilà. On a fait comme ça, de façon très empirique, on a rencontré des gens, on a enregistré comme on pouvait. À l'époque, on n'était pas excellent. Hein. Moi, quand j'entends les premiers enregistrements que j'ai faits, tout ça, je suis horrifié, parce que je me dis quand même, on aurait pu faire mieux. Enfin, c'est que c'était comme ça, quoi. On avait du matériel un peu de bric-broc, on s'est formé un petit peu comme ça, quoi. Puis c'était délicat parce qu'en fait, chaque fois que je faisais appel à des professionnels pour filmer, ils ne filmaient pas du tout ce que je voulais, quoi. Il y a une enquête, par exemple, sur un joueur de vielle dans les Landes. Au lieu de filmer le joueur de vielle, il filme sa tête, ou il filme le public, ou il filme autre chose, alors que moi j'aurais voulu qu'on filme le musicien, vous voyez. Donc c'était très délicat, toute cette première période, disons, d'arriver dans cet univers et cette, comment dire, c'était très enthousiasmant, on était emballés, quoi. Et à cette époque-là, en même temps, moi j'avais la chance de jouer pas mal, donc on avait l'orchestre du conservatoire, on jouait, on faisait des concerts un peu à droite à gauche, et on rencontrait des gens qui nous apportaient beaucoup d'informations, comme Maurice Roux par exemple, ou d'autres. Hein. Et puis dans cette époque-là, j'ai aussi eu la chance de travailler avec Éric Mombel, Pierre Imbert, Olivier Durif pour Le Grand Rouge, puis après avec Loudjaï. Et donc j'ai assisté un petit peu au tout début de la création de l'association des musiciens routiniers, donc avec lesquels j'ai travaillé. J'ai fait des enquêtes un peu avec eux. Donc tout ça, c'était, comment dire, une sorte de formation sur le tas qui se faisait au gré des rencontres avec les uns, avec les autres. On rencontrait des gens très pointus là-dessus et tout à coup, ça nous faisait progresser. Et puis, il y a eu un petit événement pour moi qui était intéressant, c'est qu'un jour, j'ai rencontré Marie-France Callas de la Phonothèque nationale, qui m'a demandé de venir à Paris pour classer le fonds occitan de la Phonothèque nationale. Donc là, j'ai pris conscience aussi qu'il y avait des systèmes de classement, qu'il y avait toute une logistique, toute une logique là-dessus. Moi, je me suis intéressé un petit peu à tout ça, donc je me suis un peu amélioré dans mes méthodes un peu comment dire, qui n'étaient pas très abouties, quoi. Et puis c'est là aussi que j'ai rencontré des gens du musée des ATP, des gens du musée de l'Homme, qu'on a organisé. Alors au Conservatoire Occitan, à l'époque, on a organisé pas mal de choses, notamment avec Lorta Jacob. On avait fait venir des musiciens italiens, on avait fait venir des polyphonés sardes, on avait fait pas mal de choses comme ça. Et la venue, par exemple, de Bernard Lorta Jacob chez nous a amené, disons, des avancées certaines. Et je me souviens, à l'époque, on a lancé ce qui a été le premier festival du film ethnographique et ethnomusicologique. C'est un petit peu ce qui se fait avec Peuple et Musique au cinéma aujourd'hui. Hein, mais au début, on avait fait quelque chose d'un petit peu plus modeste. On avait fait ça au cinéma ABC. Et l'idée, c'était qu'on invitait des chercheurs, des collecteurs d'un peu partout dans le monde, en fait, qui avaient travaillé sur ces questions, un petit peu comme nous, et pouvaient partager des films, des enregistrements. Donc il y a eu des débats assez intéressants avec les Canadiens, par exemple, qui étaient très en avance à cette époque-là, qui avaient fait beaucoup de choses. Michel Brault, André Gladu, par exemple. Bon, l'école italienne, donc forcément, ça nous a fait rencontrer Francesco Giannattasio, Roberto Leidi, Diego Carpitella, tous ces gens-là. C'était quand même très intéressant de les rencontrer, de partager avec eux. Donc voilà, on s'est un peu formé sur le tas et puis on a essayé de s'améliorer au fil des collectages. Voilà. Est-ce qu'une impression, vous êtes très vite parti vers une collecte au travers du film? Excusez-moi, j'entends pas très bien. Parlez un peu plus dans le micro, peut-être. Comment? Pas le micro. J'ai une voix très bizarre aujourd'hui. Est-ce une impression, vous êtes très vite parti vers une collecte où vous filmiez plus que vous enregistrez les vidéos? Je suis parti vers une collecte, comment? Est-ce que c'était plutôt en vidéo ou... Ah oui. Alors, en fait, oui, très vite, je suis parti sur une collecte en vidéo parce que tout bêtement, j'ai trouvé que c'était
assez efficace de faire avec la vidéo tout de suite, même si on avait des vidéos un peu minables. C'était quand même intéressant d'avoir la vidéo. J'ai fait quelques enregistrements audio, à l'époque c'était des cassettes, mais très vite j'ai essayé de faire de la vidéo. Donc par exemple, quand on a travaillé avec Bernard Ménétrier, quand on a travaillé dans les Landes pour le parc, comment ça s'appelle ça, pour les comités de la Grande Lande à Marquez, on a fait des enregistrements audio et assez peu de vidéos. Par exemple, je me souviens, on était allé faire là-bas, on avait fait un truc en vidéo 8, c'était toute une expédition, on avait l'impression d'être voilà. Voilà, c'est plutôt de l'audio, mais très très vite après, on a fait des vidéos, en fait. Et un petit peu partout, en fait. C'est comme ça se présenter, parce que, en fait, le fait de jouer, les gens nous invitaient aussi pour ça, parce que le fait de jouer, de faire des concerts, des balles, des choses comme ça, on réinvestissait le matériel qu'on trouvait souvent directement dans le jeu. On allait à Samatan faire des balles, tous les rondeaux de Léa, on les jouait, évidemment, de Ernest Lurde, et puis on en trouvait d'autres. Il suffisait qu'un vieux du coin nous chante un air plaf, on le rajoutait au répertoire, voilà. Et puis on en composait aussi. On composait pas mal de petites choses. Et alors c'était assez marrant parce qu'en fait, on avait toujours, chaque fois qu'on jouait, il y avait toujours plein de gens avec des cassettes qui posaient sur la scène à côté de nous pour enregistrer les airs qu'on jouait, pour les reproduire à leur façon. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a retrouvé des répertoires, des morceaux qu'on avait joués une fois ou deux comme ça, ou des trucs qu'on avait inventés complètement. On les a retrouvés aux États-Unis, en Australie, un peu partout, avec des gens qui jouaient en disant « Oui, mais ça vient de tel endroit ». C'est très marrant, ça a été une période où c'était très, très dynamique, par exemple. Nous, on récupérait des airs, on en composait aussi. Vous voyez, il faut faire la part des choses là-dedans, mais on avait un souci d'efficacité. Il fallait que les gens dansent, il fallait que les gens écoutent des choses. Enfin voilà, on était dans une sorte d'action. On faisait le collectage, mais en même temps, il était dans une dynamique tout de suite, ce collectage, en fait. Merci, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais Bénédicte avait la main avant moi. Oui, donc Guy, je vais apporter peut-être un petit complément par rapport à la question de la vidéo, parce qu'effectivement, il y a eu des enregistrements vidéo, et il me semble que c'était lié à la proximité géographique, hein, dans les locaux, dans les locaux du Conservatoire Occitan, enfin, à l'étage, je crois, se trouvait l'atelier audiovisuel de la ville de Toulouse. Oui. Non, c'est pas exactement ça en fait. Où travaillait Bernard Pellefig et où vous avez eu accès à des caméras vidéo permettant. Pardon? Oui, alors peut-être. C'était pas tout à fait ça, parce que Bernard Pellefig, il travaillait au centre culturel de la ville de Toulouse, qui était à la Salle Bleue, qui était au-dessus de la Salle Bleue. Il était au 3e étage de la Salle Bleue. Et nous, on était au Conservatoire Occitan, rue Jacques Darré. Mais on collaborait beaucoup avec Bernard, qui était. Et bon, c'était super parce que Bernard nous a. Par exemple, nous, on n'avait pas de matériel au conservatoire. Donc, par exemple, Bernard me sortait des caméras VHS demi-pouce à l'époque, je me souviens, pour qu'on puisse aller filmer. Humatic, notamment, et bande demi-pouce. Oui, mais Humatic, c'est venu après. Hein. Oui, Humatic, c'est venu après. 84 par là. Et notamment, grâce à toi, par ton intermédiaire, justement, le groupe Litif a pu enregistrer les violonneux, a pu les filmer. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et je pense qu'il y avait aussi Bernard Pellefig sur le terrain. Mais Bernard était très motivé parce qu'il est originaire de Riscle. Donc pour lui, aller en Gascogne, dans tous ces endroits, il était très motivé, il était très chouette. Et c'était génial qu'il puisse nous passer ce matériel parce que nous, on n'avait absolument pas de matériel à l'époque, en fait. Et alors, si j'ai bien compris aussi, d'après ce que nous raconte Michel Arismendi, tu avais aussi le projet, dans ce que tu disais, collecter, mais retransmettre, diffuser tout de suite, tu avais le projet d'en faire éventuellement des vidéos pour la télé, peut-être, quelque chose comme ça? Est-ce que ça non, c'est pas ça, mais ça c'était une idée de Bernard Pellefig et puis de Guy Chapouillet, qui travaillait à l'ESAV à l'époque avec, il y avait un troisième compère, Hubert Guipouille, voilà. Leur idée, c'était qu'on essaye
de pouvoir filmer comme il faut certaines choses, justement certains musiciens qui étaient des témoins importants, pour que ça puisse faire un document télé, mais je crois que ça s'est jamais fait. On a fait des pré-documents, mais on n'a jamais fait le film qu'il est bien dommage de ne pas avoir fait, parce que c'est vrai que faut se replacer dans le contexte de l'époque. Hein. À l'époque, on n'avait pas des moyens aussi faciles qu'aujourd'hui. On avait des bagnoles pourries, on n'avait pas tellement de moyens. Quoi. Aller dans les Landes ou aller à Agen, c'était une expédition. Quoi. Aujourd'hui, c'est carrément beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'était une relation magnifique avec Michel Arismendi et son frère François, avec Patrice Bianco, avec Philippe Vincent. Eux, ils étaient sur le terrain, ils étaient très proches. Il faut rajouter aussi les frères Baudouin. Les frères Baudouin, leur grand-père, qui était un super danseur, vivait à Red Jones, dans les Landes. Et là, il y avait pas mal de musiciens et de danseurs. Donc on y allait, mais quand on y allait, on y passait une semaine. Quoi. Donc du coup, on pouvait essayer de faire pas mal de choses. Et puis c'était toute une histoire pour arriver à discuter avec les gens. Il fallait s'asseoir, être là, discuter, parler de tout, et puis arriver petit à petit sur les sujets intéressants. Puis tout à coup, ça nous a mené à la Wave pour parler de Nanot Douilloy qui jouait de la cornemuse, puis parler d'un tel. C'était assez compliqué à l'époque, finalement, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui, quoi. Hein. Ça permettait de faire un travail, de prendre le temps aussi. Ah oui, on prenait beaucoup plus le temps. On prenait beaucoup plus le temps. C'est-à-dire que les relations qu'on a établies avec les gens, on essayait d'être là. Presque à un moment donné, on faisait partie de la famille. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir eu des échanges avec les joueurs de fifre de Bazas, la famille Guichenet. Pour eux, j'étais quasiment après quelqu'un de la famille, quoi, parce que s'intéresser d'aussi près à leur tradition, la mettre en valeur, faire des photos, faire des trucs. Pour eux, c'était important, quoi, parce que personne ne s'y intéressait vraiment. Quand ils jouaient pour le Bœuf Gras à Bazas, ils jouaient, mais tout le monde s'en foutait, finalement. À cette époque-là, hein, je veux dire. Donc du coup, voilà, c'était le fait qu'on ait une relation de proximité. Alors, bon, c'était marrant parce que c'était pas du tout les mêmes relations qu'il pouvait y avoir entre des gens comme les gens du Pifre qui étaient du coin, et puis nous qui venions de Toulouse. C'était différent parce que je pense qu'il y avait plus de proximité avec les gens du Pifre et parce qu'ils étaient de là, qu'avec des gens qui venaient de l'extérieur. Les gens venaient de l'extérieur. Hein. Pas avec tout le monde, mais avec beaucoup de gens, je pense qu'il y avait une relation. Quand tu parlais tout à l'heure de Michel Arismendi avec Alexis Cap, ils avaient une relation quasi filiale, quoi. Tu vois, Alexis Cap, il avait l'impression que il transmettait, c'était sa succession qu'il transmettait. Tu sais, tu as dit un truc tout à l'heure à propos de Tarit et des violonneux qui souhaitaient apprendre le solfège pour lire la musique et pour apprendre et s'améliorer sur le plan de leur instrument. Il y a un film intéressant avec Marcel Piot qui parle de ça aussi. Ça se trouve sur YouTube, je crois. Et il explique justement comment c'est Jacques Philippe qui a tourné ça, je pense. Et il explique justement comment lui, il y avait un accordéon dans ça. Il avait récupéré un accordéon que devait jouer son frère, mais qu'il n'utilisait pas vraiment. Et puis lui, il s'est mis dans la tête de récupérer une méthode de musique pour pouvoir lire des airs et puis améliorer son répertoire. Et il explique tout ça de façon très intéressante. Et ça répond à la question que tu évoquais tout à l'heure, justement. C'était un peu la même histoire avec Fernand Tarit qui s'est mis à apprendre la musique avec un solfège, pensant que c'était important. Tout en jouant complètement de façon routinière et toujours à l'oreille, et puis voilà, sans regarder aucune partition. Oui, moi, je voudrais revenir sur l'autre terrain que tu as évoqué, c'est-à-dire le terrain parisien. Tu nous as dit que. Pardon ? Sur le terrain parisien. Tu nous as dit tout à l'heure que Marie-France Callas t'avait demandé de venir. Ah oui. Le fonds occitan de la Phonothèque nationale. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les enquêtes de Ferdinand Bruno, de Roger Lévy, voilà. Vous aviez également qui avait suivi l'enseignement de Claude Marcel Dubois, laquelle avait enquêté dans les années 60 dans les Landes. Et est-ce que tu pourrais préciser un petit peu la
de ce contact de la part de Marie-France Callas, d'une part, et d'autre part, est-ce que quand tu as suivi le séminaire de Marcel Dubois, vous avez pu parler tous les deux de sa propre enquête landaise? Non. Alors avec Claudie Marcel Dubois, elle était très très fermée au début sur tout ça. Donc on s'est parlé poliment, mais j'ai rien pu faire de vraiment très intéressant avec elle. Par contre, avec Nagui Pichonnet-Andral, un peu plus tard, oui. Parce qu'en fait, j'avais participé avec Éric Monbel à une grande exposition qui a eu lieu au musée des ATP, où il présentait un petit peu des exposants un peu partout. Exposition sur l'instrument de musique, c'est ça, ça fait 80? Voilà. Et donc, du coup, elle m'a fait venir jouer au musée. Donc, je suis venu au musée pour jouer de la flûte et du tambourin. Et donc, là, j'ai pu discuter un petit peu. Mais on n'a pas pu. Je crois que par la suite, ça a été plus facile de voir les documents des ATP, mais nous, à l'époque, on n'a pas pu les voir. C'était encore impossible de les voir, quoi, ces documents. C'est l'histoire habituelle. Marie-France Callas, c'était avant ou C'était avant. Marie-France Callas, c'est assez ancien. Hein, comment c'était le contact? Parce que, en fait, je crois que elle était venue à Toulouse pour un colloque avec Xavier Ravier, je crois, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. J'étais allé à ce truc-là. Il y avait peut-être Daniel Favre aussi, d'ailleurs. Et moi, j'étais allé là-bas, au culot, carrément. Et j'ai dit, tiens, mais est-ce que vous avez des documents occitans à la Phonothèque, des documents sur la musique occitane, le chant, les instruments, tout ça, à la Phonothèque nationale. Et c'était l'époque où on ne pouvait absolument pas consulter quoi que ce soit du musée des ATP. Donc je me suis dit, on va demander à la Phonothèque nationale s'ils ont quelque chose. Elle me dit, ah mais oui, justement, on a pas mal de choses. Alors elle m'a parlé des enquêtes de Desvignes, de Ferdinand Bruno et de tout ça. Et elle m'a dit, mais si vous voulez, moi je peux vous missionner pour venir à la Phonothèque nationale pour que vous étudiez ça et que vous classiez tout le fond. Et voilà, donc j'y suis allé un certain nombre de fois comme ça et j'ai pu étudier tout le fond, voir tout ce qu'il y avait et puis j'ai laissé plein de fiches là-bas. C'était très artisanal, c'était tout par fiche en carton, des petites fiches qu'on remplissait. Tout ce que je pouvais, il y a des enregistrements du Klitsch par exemple, il y a des choses comme ça. Voilà. C'était très marrant. Par exemple, il y avait une chanteuse qui avait été enregistrée en 1906 ou 7. Donc, mais à l'époque, elle avait 6-7 ans. Donc je me suis dit peut-être qu'elle est encore en vie. Et donc je me souviens plus le nom là maintenant sur le coup, mais donc j'ai cherché à retrouver sa trace pour voir si elle se souvenait de ça. Et en fait, j'ai fini par retrouver sa trace à la mairie de Juliac. On m'a expliqué qu'elle avait changé de nom parce qu'elle s'était mariée, mais qu'elle s'appelait bien. Je ne sais plus comment elle s'appelait exactement. Et en fait, j'ai réussi à la contacter, je lui ai écrit. Et en fait, elle m'a dit qu'elle se souvenait à peine de ça, qu'elle avait chanté une petite comptine comme ça, mais qu'elle se souvenait de pas grand-chose en fait. Qu'il y avait des messieurs qui étaient arrivés avec des magnétophones et que voilà, elle ne savait rien de plus. Et ça, c'était dans le cadre de la mission Callas ou c'était de ta propre initiative après? Non, c'était au départ de ma propre initiative. Je te dis au culot, comme ça, elle était là, elle était venue à Toulouse, elle était dans un colloque. Moi, je suis allé discuter avec elle. J'ai dit voilà, moi, je travaille au Conservatoire Occitan. Est-ce que vous avez des enregistrements de musique occitane ou du sud de la France voilà. Elle m'a parlé aussi de l'enquête de Kilichi de Corse. Et puis elle m'a dit voilà, si vous pouvez venir travailler à la Phonothèque nationale pour nous aider à classer le fond, parce que nous, évidemment, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. On n'a absolument rien documenté, donc voilà, j'ai fait ça du mieux que j'ai pu, j'espère. C'était plutôt la démarche que tu as faite pour retrouver cette informatrice très jeune à l'époque de l'enregistrement. Oui. C'est après le travail que tu as fait pour Marie-France ou c'était dans le contexte de ce travail? Oh, c'était les tout débuts, hein. C'était les tout débuts, on commençait à faire du collectage. Voilà. Donc on était dans cette dynamique de collectage. Bon, je savais qu'il y avait des institutions en France qui avaient fait des collectages, donc on essayait de les récupérer, nous, au conservatoire, pour pouvoir les rendre disponibles. Voilà. Il y en a qui jouaient le jeu, d'autres pas. Il y avait aussi pas mal de gens qui avaient des choses, mais qui ne voulaient pas les transmettre. Tu vois, par exemple, Alexandre, tout le monde disait qu'il ne voulait rien donner, mais en fait,
il était assez partant. Je pense qu'il y a eu un gros malentendu avec lui, je pense. C'est bien dommage, mais il y a eu un gros malentendu, en fait, avec lui. C'est comme Marcel Gastelu, moi, à chaque fois que je le rencontrais, il m'expliquait des tas de trucs. Ils étaient vraiment. Ils avaient beaucoup travaillé, ils connaissaient beaucoup de choses, ces gens-là.